Bonjour à toutes et à tous. Merci au docteur Dupuy pour cette invitation. Avant de vous présenter quelques résultats préliminaires de ma recherche en cours sur la prévention du suicide en médecine générale, je voudrais dire quelques mots sur la sociologie du suicide plus généralement, parce que c'est un type de sociologie en pleine effervescence et je pense qu'au-delà de son intérêt intellectuel, elle a une utilité potentielle dans la pratique de la médecine. Alors, le suicide est aujourd'hui majoritairement étudié en psychiatrie et en psychologie. Et cette tendance n'est pas le fruit d'une essence de ce que serait naturellement le suicide, dont les causes résideraient évidemment dans l'esprit, le cerveau, le corps ou la psyché des individus, mais c'est le produit d'un processus historique, un long processus historique. Longtemps, le suicide a été considéré comme une affaire religieuse, légale, longtemps il a été interdit, et ce n'est que récemment dans l'histoire occidentale qu'il est apparu comme un phénomène médico-psychologique. D'ailleurs, l'un des travaux fondateurs de la discipline sociologique porte sur le suicide, et il s'opposait justement à ce tournant, à cette vision trop psychologique et individuelle de ce phénomène. Émile Durkheim, qui est considéré comme le père de la sociologie française, a en effet publié en 1897 une étude intitulée « Le suicide ». Alors, dans ce livre, qui est aujourd'hui bien évidemment dépassé à de nombreux égards, il y a néanmoins certaines idées qui continuent d'être discutées jusqu'à nos jours. L'idée fondamentale de Durkheim, c'est que si le suicide était un phénomène individuel, s'il n'était question que des problèmes de chacun, alors ces taux seraient statistiquement aléatoires. Si le suicide était un phénomène individuel, on aurait une année sans suicide, parce qu'il y aurait 100 suicides qui auraient eu un certain nombre de problèmes, une autre année 1000, l'année suivante 10, parce que ces chiffres fluctueraient selon les problèmes individuels, les traumatismes, les ruptures, les crises de chacun. Or, le nombre de suicides et sa distribution dans la population varient très peu, ou de manière très progressive, comme on l'a vu. On peut presque prévoir qu'en France, il y a en ce moment entre 8 et 9 000 suicides par an, et ce sera probablement la même chose en 2026, en 2027. Et on peut prévoir qu'il y en aura probablement plus chez les hommes que chez les femmes, plus chez les agriculteurs que chez les cadres, etc., etc. Et donc, il faut aborder le suicide en tant que tel. Ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire, mais ça veut dire qu'on peut prendre en compte cette donnée quand on parle et qu'on analyse le phénomène du suicide. Une autre idée importante que l'on doit à Durkheim, c'est que le suicide correspond à une manière d'être trop ou pas assez intégrée dans une société donnée. Et d'ailleurs, dans chaque société ou culture, le suicide tend à prendre des significations différentes selon les normes et les traditions en vigueur. Durkheim a notamment différencié 4 types de suicides. Il y a d'après lui des suicides qui correspondent à un manque d'intégration, à de l'isolement, à de la solitude, comme souvent chez les personnes âgées aujourd'hui. Il y a des suicides qui correspondent à une incapacité à intégrer des normes sociales, donc à faire sens du monde qui nous entoure, ce qui évoque pour moi les cas actuels de dépression, beaucoup d'entre eux en tout cas. Il y a des suicides qui correspondent donc, au contraire à un excès d'intégration ou bien un excès de normes, lorsque son destin semble jouer à l'avance, à tel point qu'il nous dépossède de nous-mêmes, qu'il paraît insurmontable. C'est le cas fictionnel, par exemple, de Roméo et Juliette. Alors, cette approche fondatrice du suicide en sociologie a donné lieu à de multiples développements qui sont actuellement en pleine revisite. Par exemple, 2 figures incontournables de la sociologie contemporaine du suicide aux États-Unis, Anna Müller et Seth Abrutin, ont conduit des enquêtes approfondies dans 2 communautés touchées par des vagues de suicides chez les jeunes. Ce sont des communautés très aisées, et Müller et Abrutin montrent que ces jeunes en question, et la culture des jeunes en général dans ces communautés, se disent étouffés par le poids des normes sociales, et ils attachent les conduites auto-agressives à un excès de normes, de pression pour l'accomplissement ou pour la compétitivité. Au Royaume-Uni, une autre figure émergente de la sociologie contemporaine du suicide est Amy Chandler, dont nous venons de traduire un article en français dans un numéro spécial de la revue Déviance et Société sur le suicide. Donc si ça vous intéresse, il y a toute une collection d'articles, et celui d'Amy qui a été traduit pour l'occasion en français. Chandler montre que dans le cas des hommes de classe populaire au Royaume-Uni, mais cela s'applique sans doute en France,
la suicidalité doit être comprise en lien à des aspirations sociales brisées, notamment chez des hommes de classe populaire qui étaient habitués à escompter un certain type de vie, modeste mais quand même un certain type de vie, un travail, une maison, une famille, et qui dans le contexte actuel n'y arrivent pas ou plus et se sentent empêchés. Les émotions sont socialement produites, elles sont issues d'un contexte donné, et cette sensation d'empêchement, d'être bloqué, de souffrir d'un destin brisé, est récurrente parmi les hommes suicidaires étudiés par Chandler. Donc le suicide peut être compris comme un phénomène social qui engage le lien des individus à leur société et les émotions qui en résultent, émotions différenciées selon les milieux sociaux, le genre, l'origine ethnique, etc. Et de la même manière, la prévention du suicide, cet ensemble de pratiques socialement organisées qui visent à interrompre des trajectoires suicidaires, est un phénomène collectif. Et c'est dans le cadre de cette sociologie du suicide et de sa prévention en plein renouveau que s'inscrit le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la prévention du suicide en médecine générale. Malgré le poids des structures sociales, il semble possible, lorsqu'on lit des témoignages de personnes qui ont tenté de se suicider, de changer la donne. Parfois un petit geste, une attention, peut être déterminant dans une certaine mesure. Les recherches actuelles montrent qu'une large proportion de personnes qui se suicident ou qui tentent de se suicider consultent leur généraliste dans les mois qui précèdent leur tentative. Ça a déjà été dit 2 fois. Donc avec mes collaborateurs de l'Observatoire national du suicide, nous nous sommes dit que par conséquent, il faudrait en savoir plus sur la manière dont les généralistes approchent cette question dans leur quotidien clinique. Avec mon assistant Yvan Garec, nous avons donc conduit une série d'entretiens avec des généralistes exerçant en France. Nous avons rencontré 26 généralistes. C'est donc une recherche qualitative qui ne vise pas à la représentativité, mais davantage à comprendre en profondeur les pratiques et les représentations des enquêtés. Alors cela dit en passant, si vous trouvez que 26 enquêtés n'est pas suffisant, si vous trouvez que cet échantillon est trop petit, eh bien ça tombe bien, il est toujours possible de participer à cette recherche. Donc si vous souhaitez contribuer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Bref, nous avons conduit ces entretiens qui sont donc en cours d'analyse et je voudrais vous présenter quelques résultats préliminaires. La communication précédente insistait sur un point essentiel, poser la question. Poser la question. Nos enquêtés nous ont dit plusieurs choses intéressantes à ce sujet. Premièrement, beaucoup nous ont dit qu'ils se sentaient inégalement formés à partir de leur formation initiale à poser la question. Et que, en fait, leur aptitude à poser cette question, la manière dont ils posent cette question, s'inspire largement d'influences variées. Souvent, ils réfèrent ou ils prennent comme modèle des maîtres de stage, parfois des collègues médecins, parfois des collègues d'autres professions, mais aussi des proches, des membres de la famille, qu'ils soient médecins ou non. Poser la question reste un exercice délicat, surtout pour les jeunes médecins. Il y a donc un enjeu à creuser autour de la formation et la manière dont les praticiens identifient des modèles qui soient positifs ou négatifs. Et je vous ai mis un petit extrait d'entretien sur le slide. Deuxièmement, en pratique, poser la question est avant tout, d'après nos entretiens, un travail temporel. Parce que si le patient déclare effectivement avoir des intentions suicidaires, alors la consultation s'étire et crée du retard pour l'ensemble de la journée. Les médecins nous ont rencontrés, nous ont parlé des efforts qu'ils ont dû faire pour assumer le fait d'être en retard, pour assumer de longues files d'attente et parfois des patients de mauvaise humeur. Poser la question, c'est donc un travail temporel, mais aussi un travail émotionnel. Apprendre à résister à la tentation d'accélérer pour faire plus de consultations, choisir quand s'attarder ou non sur un patient qui semble aller pas bien, et puis ensuite un travail émotionnel au sens d'utiliser ses émotions évidemment pour comprendre ce qui se passe chez ce patient. Troisièmement, certains généralistes nous ont dit utiliser le test d'Hamilton afin de bénéficier d'une consultation plus longue remboursée par la Sécu. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, 1 fois par an et par patient, vous pouvez avoir une consultation de santé mentale de 45 minutes remboursée si vous déclarez passer le test d'Hamilton, qui est en fait un vieux test qui traite de dépression en fait.
De manière assez intéressante, tous nos enquêtés nous ont dit, en fait, ne pas trop apprécier ce test, parce que ces questions sont très banales, et puis même les tests en général les tests en général sont très peu utilisés parce qu'ils établissent un rapport très froid avec les patients. Donc les médecins rencontrés nous ont parlé d'utilisation créative du test, plus originale, on va dire. Par exemple, certains discutent avec les patients et remplissent le test ensuite. D'autres demandent aux patients de remplir le test avant la consultation pour pouvoir ensuite parler librement pendant 45 minutes, ou d'autres adaptent les questions un peu comme ils le sentent sur le moment. Quatrièmement, les médecins rencontrés paraissent relativement confiants de leur capacité à détecter des risques suicidaires, ce qui est d'ailleurs quelque chose qu'on pourrait creuser. Mais en tout cas, ils s'inquiètent davantage de la suite. Que faire lorsqu'un patient dit qu'il veut se suicider? Et ça rejoint encore la communication précédente. Que faire notamment dans les territoires où les CMP sont débordés, dans les territoires où il n'y a pas ou peu de psychiatres disponibles, et avec les patients qui ne peuvent pas se permettre de se payer un psychologue. Dans les cas d'urgence imminente, on nous dit envoyer les patients donc aux urgences. Mais dans les cas intermédiaires, les cas de risques suicidaires qui ne sont pas imminents dans les prochains jours, mais quand même importants, c'est là que se pose la question de où envoyer les patients. Puisque s'il faut attendre plusieurs mois pour avoir une consultation au CMP ou avec un psychiatre, c'est évidemment pas approprié. La saturation des services de santé mentale, il faut le dire, c'est le résultat d'une politique de long cours, une politique d'austérité. Et nos entretiens montrent que ces politiques conduisent d'une part les généralistes à se retrouver aux premières loges des problèmes de santé mentale et à étendre progressivement les types de problèmes de santé mentale dont ils se chargent, et d'autre part à trouver des arrangements locaux avec des professionnels avec qui ils peuvent travailler. Alors par arrangements locaux, je veux dire par exemple des arrangements avec des amis ou des connaissances au CMP, des psychologues ou des psychiatres qu'on connaît depuis longtemps, dont on sait qu'ils accepteraient certains patients, des camarades de promotion aux urgences, etc. Un médecin nous a même dit qu'elle a trouvé un psychiatre pour son patient suicidaire à une soirée d'anniversaire. Bref, ce qu'on appelle le capital social local, donc les ressources liées à l'ancrage dans un territoire, est devenu essentiel pour référer des patients suicidaires, quand il y a besoin de les référer, et tend à se substituer aux recommandations de bonnes pratiques qui fonctionnent imparfaitement, évidemment, dans un système saturé. Pour conclure, poser la question, faire de la prévention du suicide en médecine générale, c'est bien sûr réaliser un impératif moral, culturel et professionnel. Mais c'est aussi, et j'ai essayé de le suggérer dans ma présentation, c'est aussi aller à contre-courant d'un ensemble de structures. Des structures sociales qui produisent le suicide comme phénomène collectif, mais aussi des structures professionnelles, des conditions matérielles d'exercice de la médecine, qui parfois ralentissent ou rendent difficile la détection et la prise en charge des patients suicidaires. Il y a un enjeu politique ici, parce qu'on peut parler certes de la compétence des médecins, mais il faut s'interroger aussi sur leurs conditions de travail. Se demander à quoi ressemblerait une véritable politique par laquelle les médecins seraient structurellement encouragés à s'intéresser à la problématique du suicide, et non, comme on a pu le constater un peu dans nos entretiens, à opérer parfois contre vent et marée pour s'occuper de patients perçus comme difficiles à comprendre et difficiles à orienter. Merci beaucoup pour votre attention.